Il y a un mois, de forts combats ont eu lieu à la frontière cette semaine. Selon Erevan, au moins 100 soldats des deux pays ont été tués. De son côté, l'Azerbaïdjan qui parle d'une agression et beaucoup dénoncent l'inaction des démocraties occidentales envers l'Arménie, ami historique de la France. Jean-Christophe Buisson, on va vous entendre dans un instant, mais peut-être avant, pour poser le décor, Harold, expliquez-nous cette lutte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors schématiquement, il faut remonter à l'URSS. Quand l'URSS a été créée, on a départagé de la manière suivante le Caucase. On a donné le Nakhitchevan que vous voyez en bas à gauche à l'Azerbaïdjan et on a donné le Nagorno-Karabakh à l'Arménie pendant quelques années seulement, parce qu'il y avait des Azéris au Nakhitchevan et des Arméniens qui habitaient... C'est quelqu'un qui s'appelle Staline, dans le cadre de diviser pour mieux régner et monter les peuples les uns contre les autres. Tout à fait, le pouvoir soviétique. Et donc ils ont changé d'avis, ils ont dit finalement on va donner les deux à l'Azerbaïdjan parce qu'il faut leur offrir plus de cadeaux. Et donc voilà ce qui a été fait et depuis ce jour-là ça ne va plus, ça ne va plus. Donc si on regarde la période de l'après-URSS, là on voit à quel point ça n'allait pas. Et dans l'après-URSS, eh bien, le Nagorno-Karabakh a déclaré son indépendance et a voulu se fédérer avec l'Arménie. Et il y a eu une guerre entre les deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan ne voulait pas céder ce territoire, nonobstant le fait que les 3/4 de la population était arménienne. 9/10. OK, à l'époque. J'avais entendu 75, mais très bien, plus encore. Et ils ont gagné cette guerre. Et ils ont occupé toute la zone et depuis lors, on a vécu dans un système que, je dirais, c'est un peu l'apogée de l'Arménie dans la zone. Là, si on regarde l'époque suivante, vous verrez qu'il y avait une république en vert clair du Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, comme ils disent, qui était énorme. Et ça a attisé les vengeances azerbaïdjanaises qui sont allées chercher l'allié turc qui n'est jamais loin, qui est très proche d'eux, de sentiments et de langues, etc., et de projets géopolitiques. Et ça produit la guerre que nous venons de connaître. Et là, la dernière carte, et ils ont repris tous, et plus encore que ceux qu'avaient pris les Arméniens en 91-94. Et ils sont même arrivés dans la cité sacrée de Chouchi, qui maintenant s'appelle Choucha, et ils ont même bombardé la cathédrale des Arméniens. Et voilà, on en est aujourd'hui. Merci Harold pour ce topo. Alors Jean-Christophe Buisson, je le disais, vous revenez d'Arménie. Vous écrivez dans un article paru dans le Figaro magazine que l'Arménie est un peuple en danger de mort. Voilà, on le voit à l'antenne. Dites-nous pour quelle raison ? Pour une raison qui est très simple, c'est que ce que vous avez dit est très juste, sauf qu'il faut remonter avant l'URSS. Depuis la fin du XIXe siècle, il y a un plan turc d'extermination des Arméniens. C'est très simple, c'est un plan d'extermination des Arméniens. C'était les grands massacres qu'on appelle hamidiens à la fin du XIXe, puis le génocide de 1915, puis Chouchi où 20 000 personnes dont vous avez parlé, 20 000 Arméniens ont été tués en 1920, puis en 1988 jusqu'en 1994, cette guerre dont vous avez parlé, puis en 2016, puis en 2020 avec le Nagorno-Karabakh, l'Artsakh, puis il y a quelques semaines en Arménie même. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a effectivement des conflits de territoire, de droit international, mais derrière tout ça, il y a un plan de chasser les Arméniens par racisme pur de la part des Turcs. Donc à chaque fois, on trouve des occasions... Les Turcs qui soutiennent l'Azerbaïdjan. Et les Turcs, ce que vous avez très bien dit, la Turquie n'est non seulement très proche de l'Azerbaïdjan, mais c'est l'Azerbaïdjan. Le slogan, c'est 2 États, une nation. L'Azerbaïdjan et la Turquie, ce sont 2 États, une nation. C'est ce que dit Erdogan, aussi bien que Aliyev. Si on peut regarder la carte, ça veut dire qu'ils veulent faire disparaître l'Arménie pour réunifier en quelque sorte, exactement. ou unifier le territoire. Le vrai but de Erdogan, aujourd'hui, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir l'année prochaine, c'est de faire une sorte de couloir qui part de Istanbul jusqu'au Xinjiang, c'est-à-dire Urumqi, la capitale du Xinjiang, là où sont les Ouïghours. C'est de faire un grand couloir turcophone. Et dans ce couloir... Parce qu'il y a des gens qui parlent turc de la Turquie, exactement, jusqu'à la Chine. Des langues turques. Des langues turques, absolument. Pas le turc, mais l'azéri n'est pas le turc non plus. Exactement, des langues turques. Et le bouchon, qu'on voit très bien sur cette carte, c'est l'Arménie. Et notamment le sud de l'Arménie, qu'on appelle le Syunik. Et l'objectif du conflit qui a éclaté il y a quelques semaines, c'était non pas le Haut-Karabakh, qui est discutable d'un point de vue international, même si Jean-Louis a raison. Franchement, le droit international est dicté par Staline, on a le droit quand même de le contester, surtout quand c'est une région qui est arménienne depuis plus de 2000 ans.
alors que les Azéris sont arrivés dans cette région au XVIIe siècle. Donc on peut quand même discuter si on veut parler de l'antériorité, mais même en dehors de ce sujet, il y a cette idée de prendre le Syunik, donc le sud de l'Arménie, pour faire cette liaison entre le Nakhitchevan, qui est cette exclave azerbaïdjanaise qu'on voit au sud-ouest, et le reste de l'Azerbaïdjan, le Gazaberdjan, comme dit Guillaume Bigot. Oui, vous avez rappelé à juste titre ce génocide qui a eu lieu en 1915 et qui faisait suite à des tas de massacres à l'intérieur de l'Empire ottoman de toutes les minorités chrétiennes, les Grecs, les Arméniens, etc. Il faut peut-être un instant revenir sur ce génocide pour rappeler que la Turquie ne le reconnaît pas, ne veut pas reconnaître son existence, ce qui en quelque sorte double le génocide. C'est-à-dire qu'il y a eu réellement 1,5 million de morts, mais il y a eu en plus la volonté de ceux qui ont perpétré le génocide de nier son existence. Alors même qu'en Turquie, il faut le rappeler aussi, les Arméniens sont appelés les restes de l'épée. Les restes de l'épée, c'est-à-dire ceux qui restent, ceux qu'on n'a pas eu, quoi, finalement. Donc, ce qui donne du corps, j'allais dire, et malheureusement du sang à ce que vous dites. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce n'est pas aussi, de manière assez banale, un conflit international entre deux nations avec un enjeu peut-être double, c'est-à-dire un enjeu de choisir entre le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce qu'il y a bien des zones qui sont en Azerbaïdjan, d'après le droit international, alors qu'elles sont peuplées d'Arméniens, c'est très clair, et historiquement arméniennes, mais juridiquement azéries. Donc un conflit entre le droit des peuples et le respect des frontières, c'est-à-dire que si on accepte que ces régions, parce qu'ils sont peuplées d'Arméniens, reviennent à l'Arménie, c'est une boîte de Pandore. Ah bon? C'est-à-dire qu'au Cachemire, ça peut être une boîte de Pandore, etc. Qu'est-ce qu'on a fait au Kosovo? Alors, et est-ce que c'était bien de faire ça au Kosovo? En tout cas, ça a été fait au Kosovo par le droit international. Mais, bien sûr, mais vous voyez, c'est ce que disent les Arméniens aujourd'hui en disant pourquoi c'est 2 poids 2 mesures en permanence. C'est 2 poids 2 mesures parce que je vous rappelle que si l'Artsakh aujourd'hui est une république autoproclamée qui n'est pas reconnue même pas par l'Arménie, c'est parce qu'elle a voulu respecter la constitution de l'URSS quand l'URSS s'est effondrée en disant au sein de l'URSS, l'Azerbaïdjan réclame son indépendance. Nous-mêmes, au sein de l'URSS, comme on a le droit, on demande notre indépendance au sein de l'Azerbaïdjan. On ne demande pas le rattachement à l'Arménie immédiat. Et en fait, l'Azerbaïdjan n'a pas accepté ça. Et c'est parti de là. Donc cette histoire de droit du peuple à disposer d'eux-mêmes existe pour d'autres pays, d'autres nations, mais pas pour eux. Donc alors que c'est 98% aujourd'hui de l'Artsakh. Oui. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que là, la Turquie agresse, attaque. Alors, il y a ça aussi, et le 2 poids 2 mesures. Pardon, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Mais l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie attaque via l'Azerbaïdjan. Et le 2 poids 2 mesures, le 2 poids 2 mesures que vivent et dont souffrent les Arméniens d'Artsakh, de Haut-Karabakh et d'Arménie, c'est de dire aussi, et d'Arménie aujourd'hui, parce que le sujet aujourd'hui, c'est presque plus l'Arménie que le Haut-Karabakh, encore une fois, dont on peut discuter d'un point de vue droit international, c'est, mais attendez, on ne comprend pas bien. On est un pays souverain reconnu à l'ONU, l'Azerbaïdjan est un pays souverain reconnu à l'ONU, il nous attaque. Vous commencez à en parler en disant il y a des combats frontaliers. Non, il n'y a pas des combats frontaliers. Quand la Russie attaque l'Ukraine, vous ne dites pas il y a des combats frontaliers. Vous dites la Russie envahit l'Ukraine. Donc là, c'est l'Azerbaïdjan qui a essayé d'envahir l'Arménie le 13 septembre. De la même façon, vous avez d'un côté un État autoritaire, je suis bien aimable, plutôt dictatorial, qui est celui de l'Azerbaïdjan, où il y a 0 liberté d'expression, 0 liberté d'opinion, 0 liberté de presse, et en face, une petite république démocratique qui tente de faire vivre la démocratie et qui est en plus une projection chrétienne aussi, de l'Occident, c'est ce que j'allais dire, dans ce mélange. On est une vieille nation chrétienne, on est la plus vieille nation chrétienne du monde, 301, et en plus on a épousé les Lumières, les droits de l'homme, toutes ces idées-là. C'est pour ça que ça ressemble à la France, et c'est pour ça que ce pays nous parle à nous, parce qu'il y a évidemment ces liens historiques, mais il y a aussi ces liens d'une nation chrétienne à l'origine qui l'est restée, et qui en même temps a épousé les valeurs universelles nées en 1789. Et pourquoi on ne vient pas nous défendre alors qu'on est ça? Parce qu'on n'a pas de gaz, peut-être. Beaucoup dénoncent justement l'inaction des démocraties occidentales aujourd'hui. Comment expliquer ce silence s'il y a un lien avec le gaz, l'Union européenne qui est achetée à l'Azerbaïdjan? Il s'explique par 2 choses. La France est toute seule dans cette histoire. Toute seule, a vraiment, en tout cas Emmanuel Macron envoie des signes, dit des choses, il va assez loin contre l'Azerbaïdjan, il prend position, il l'a fait il y a 2 ans. Mais pas de canon César. Hein. Exactement, il n'envoie pas de canon César. Les Arméniens en réclament, ils réclament des armes défensives pour se défendre. Mais il envoie des signes, mais sauf qu'il a 2 obstacles, Emmanuel Macron, qui est le Quai d'Orsay, qui a une tradition très turcophile, comme vous le savez, mais depuis très longtemps. Alliance de François Ier avec l'Empire ottoman. Oui, enfin même après, avant. surtout même avant. Enfin ça c'était un peu conjoncturel, mais après. C'est-à-dire qu'en France, il y a 2 traditions qui s'opposent. Nous sommes à la fois un pays très pro-arménien historiquement, voilà, une énorme diaspora arménienne, Charles Aznavour, et là on voit qu'on est le pays en Europe qui soutient quand même le plus les Arméniens, et en même temps, paradoxalement, une tradition assez turcophile, au Quai d'Orsay, qui est au Quai d'Orsay, qui remonte à plusieurs siècles d'alliance
de la monarchie Absolument. française avec l'Empire ottoman. Et le deuxième obstacle de Macron, c'est tout simplement les autres pays de l'Union européenne. Et notamment Il y en a aucun l'Allemagne. qui ne veut bouger, notamment pour la problème que vous évoquez, qui est cette importation de gaz qui a doublé Voilà. Alors, plus selon de gaz le vœu russe. d'Ursula von der Leyen. Voilà. Plus de gaz russe, ça se discute Non, non, parce que, enfin, en l'occurrence, le gaz azéri, on se demande si c'est pas du Si gaz c'est pas du russe, gaz on a mis un russe. tampon Vous avez gaz raison. azéri dessus, et c'est de plus, il y a avez un article qui en a enchaîné, et je pense qu'il y a des enquêtes là-dessus, et sans parler que la plupart des compagnies azerbaïdjanaises sont détenues à 10, 15, 20% par des oligarques russes dont on peut estimer qu'ils ne sont pas très éloignés du pouvoir russe actuel. Donc en plus, il y a une hypocrisie et un mensonge. On continue à importer du gaz russe en prétendant imposer du gaz azérien, en disant non, on ne touche pas au gaz. Mais si. Et tout ça en oubliant de défendre les Arméniens qui nous appellent à l'aide, parce qu'encore une fois, moi je reviens de ces régions, il faut voir la situation sur place, évidemment. Là on parle des diplomaties, mais Et que sur place, l'Azerbaïdjan commet des exactions terribles il y a des violations sur le de terrain, cessez-le-feu des tous les tortures, jours, des des massacres, tortures des réprimées. violences contre les civils. Il y a des vidéos qu'ils diffusent eux-mêmes, ils sont très fiers, très contents de montrer ça. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire peur aux populations. C'est ce qu'on vit sur place dans les villages frontaliers. C'est La même les stratégie bombardements Daesh. qu'il y a eu, il y a eu 280 morts à peu près côté arménien en 48 heures, ce qui est quand même pas mal. Mais on voit bien que dans plusieurs villages, les obus sont arrêtés à quelques mètres des maisons. Elles sont dans les champs, sur les toits, avec beaucoup d'éclats d'obus. L'idée, c'est, voilà, on est là, maintenant, donc partez. Pourquoi partez ? Parce qu'une fois que les Nettoyage gens ethnique. partent, eh bien, on avance. On avance dans la frontière, on prend le village, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'Arméniens, et après on dit « Ah ben non, mais on est installé là ». C'est exactement ce qu'ils ont fait en Artsar depuis de nombreuses années, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Arménie. Je rappelle qu'à l'heure où on parle, il y a plus de 50 km² qui ont été conquis par l'Azerbaïdjan en septembre et qui n'ont pas été rendus. Que tous les jours, il y a des violations de cessez-le-feu, qui n'ont pas rendu tous leurs prisonniers de guerre. Et quand ils rendent leurs prisonniers de guerre, ils ont été torturés, comme l'ombudsman, la défenseuse des droits de l'homme que j'ai vu à Yerevan, m'a expliqué. Sur les 17 prisonniers qui ont été rendus, grâce aux Américains d'ailleurs, il y a quelques semaines, il y en a 16 qui ont été torturés. Et le 17e, ils n'ont pas pu l'interroger, il est à l'hôpital. Il n'est pas en état d'être interrogé. Donc c'est ça, l'Azerbaïdjan, c'est terroriser, menacer, harceler, intimider les populations civiles pour les inciter à partir. Ça s'appelle une épuration ethnique. Alors c'est soft, c'est à bas bruit, mais c'est une épuration ethnique. Et là, pour le coup, il n'y a aucun débat entre intégrité territoriale et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque c'est un territoire qui est souverain et qui est envahi par un autre pays. Donc le même topo que la Russie qui envahit l'Ukraine. Exactement la même chose. Et Sauf que notre réaction est très différente. Alors, c'est l'indifférence dans oui, dans sauf le cas que de là l'Arménie. encore, Emmanuel Macron, après le sommet quadripartite de Prague avec Charles Michel, Aliyev et Pachinian, il y a quelques jours, a décidé d'envoyer, Ou le pousser l'Union président européenne arménien, à Kakhalakov, d'ailleurs. envoyer une mission d'observation de l'Union européenne, ce qui est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a 2 jours, Ilham Aliyev a dit non, mais moi, j'en veux pas de mission d'observation à la frontière. Ah bon, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a 50 km² dont on verrait qu'ils n'ont pas été rendus à l'Arménie après ce conflit et qu'il y a ces violations quotidiennes de cessez-le-feu que j'essaie de relayer tous les jours quand elles sont avérées et qui sont du harcèlement permanent. C'est vraiment l'idée, c'est poussez-vous qu'on se mette là. Alors par des moyens, encore une fois, pour l'instant, un peu ça, mais les populations qui sont à frontière, tous les soirs, elles se couchent en se disant, si ça se trouve, cette nuit, on va nous bombarder. Et là, Ils vivent dans la terreur. L'attitude de l'Union européenne est plus qu'ambiguë. Donc il y a eu cette signature d'un accord au mois de juillet pour livrer du gaz azéri à l'Union européenne, et ça, c'est Mme von der Leyen qui l'a assumé. Il y a l'ambiguïté de l'Allemagne en raison de la diaspora turque et de la proximité entre l'Allemagne et la Turquie. Mais il y a peut-être un autre facteur aussi, qui est qu'il y a un tuyau de gaz qui devrait passer, enfin c'est ce que veulent les Arméniens, par le sud en réalité. Et la pression qui est exercée, est-ce qu'ils veulent rayer de la carte l'Arménie ? On serait à la place de l'Arménie, on se poserait évidemment la question. Bien sûr, c'est un peu comme si les Allemands attaquaient Israël, vous voyez, et qu'en plus les Allemands disaient « Ah bon non, il n'y a jamais eu de génocide, etc. » Et il y a un député turc qui a publié un tweet, il a dit « Mais notre patience est à bout, et si vous continuez, on a les moyens de vous rayer de la carte. » C'est un peu comme si un diplomate allemand disait « Écoutez, Israël, calmez-vous, sinon on va finir le travail. » C'est complètement fou, en fait, cette histoire. Mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que c'est pour perpétrer et terminer le génocide, ou est-ce que c'est parce que, et si on revoit la carte, il y a la volonté de récupérer une portion du territoire au sud pour faire passer un tuyau de gaz entre l'Azerbaïdjan et la Turquie jusqu'à l'Union européenne. C'est ça Bien l'idée. sûr, il y a ça aussi, absolument. Pour Erdogan, c'est un couloir turc qui va jusqu'au C'est Occident, mais c'est aussi le moyen d'envoyer du gaz, du pétrole jusqu'en Occident, jusqu'en Italie, par exemple. C'est pour ça que l'Italie, vous ne l'entendrez pas là-dessus. Que ce soit Giorgia Meloni ou Mario Draghi, l'Italie, sur l'Arménie, ils sont assez discrets parce qu'ils ont besoin de ce gaz et ils ont très froid. Enfin, ils vont avoir très froid cet hiver, les Italiens. Jean-Loup Bonamy. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une analyse, mais je ne sais pas si vous la partagerez. C'est-à-dire que souvent, le conflit, c'est par exemple Éric Zemmour, l'an dernier, s'était rendu sur place
le conflit entre Arménie et Azerbaïdjan nous est vendu comme une guerre de civilisation entre chrétienté et islam. Pour ma Comme part, Clinton, quoi, le monde musulman voilà. contre le monde Pour chrétien. ma part, alors je ne partage pas cette analyse puisque vous savez qu'à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, il y a beaucoup moins de femmes voilées qu'à Paris. Et vous pouvez boire un verre en terrasse Enfin, qu'à sans Paris, la, dans la Californie, sans c'est la moindre difficulté. Mais par contre, je pense que même c'est donc un conflit en fait de territoire entre deux États, c'est un conflit assez classique. Et vous l'avez dit d'ailleurs, l'Azerbaïdjan agresse l'Arménie exactement comme la Russie agresse l'Ukraine. Mais par contre, je pense que pourtant, même si ce n'est pas un conflit de civilisation, il est fondamental pour nous, Européens, pour des raisons civilisationnelles, de soutenir l'Arménie, non pas tant contre l'Azerbaïdjan que contre le grand parrain turc, parce que, par exemple, Erdogan utilise des djihadistes syriens, qui sont maintenant ses mercenaires, qu'il envoie en Libye, qu'il envoie sur le front arménien, en Azerbaïdjan, qui commettent des massacres. Et donc, c'est pour ça que je pense que, parce que derrière l'Azerbaïdjan, il y a Erdogan et il y a les milices djihadistes qui reviennent du front syrien. Est-ce que vous partagez cette analyse sur les deux points ? Ce n'est pas un conflit religieux en tant que tel. Oui. C'est un conflit qui a quand même une dimension. Parce que l'Azerbaïdjan est assez loin de l'islam. Mais oui et non, parce que et c'est du schisme. Aliyev joue comme Erdogan, c'est-à-dire il dose son nationalisme et son islamisme. Aliyev, il a pris évidemment les djihadistes sunnites qu'on il les accepte bien volontiers, même si lui est chiite. Il les a envoyés comme char à canon. Même si lui, en tant que chiite, est un hérétique à leurs yeux. Mais la première chose qu'il fait lorsqu'il reconquiert Chouchi, qu'est-ce qu'il fait ? Ils enlèvent la croix, la coupole de la cathédrale qui a été bombardée, dont on va reparler tout à l'heure, et ils projettent de construire une immense mosquée. Moi, je veux bien qu'il soit laïque et que lui ne voit pas un problème religieux dans tout ça. Mais enfin, le premier geste qu'il fait, c'est un geste fort. Lorsque ces soldats sont morts en septembre, il les appelle les sacrifiés d'Allah. Enfin, ils iront paradis d'Allah. Des mots qu'on entend lorsqu'il y a des attentats de Daesh. Donc, il y a quand même cette ambiguïté, cette hypocrisie de la part de Aliyev qui mobilise les musulmans, ou si tant est qu'ils soient mobilisés par ce conflit en disant c'est un conflit aussi religieux. Mais moi, je partage votre idée, ce n'est pas qu'un conflit religieux, même si vous avez d'un côté l'Arménie, qui est encore une fois le premier État chrétien. Aujourd'hui, il y a 98% des Arméniens qui sont chrétiens. Il y a quelques catholiques, quelques protestants, mais la plupart font partie de l'Église apostolique. Mais ils sont chrétiens, mais c'est de manière presque culturelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bigots, ce ne sont pas des immenses pas des traditionalistes bigotiens. C'est quelque chose qui est évident, c'est leur foi, parce que leur foi et leur langue leur ont permis de survivre à des dizaines d'invasions pendant des siècles, à des dizaines de massacres, à des dizaines de menaces de disparition. Pour certaines nations, la religion fait un socle de nationalité. La Pologne, par exemple, ça. Avec le catéchisme, etc. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Très concrètement, Jean-Christophe Buisson, qu'est-ce qu'on fait pour aider l'Arménie aujourd'hui ? Qu'est-ce que la France peut faire ? On fait en sorte que cette force de surveillance, d'observation, devienne peut-être une force d'interposition. On fait en sorte de montrer à Aliyev que désormais, s'il fait un pas de plus en direction de l'Arménie, il aura face à lui non seulement l'armée arménienne, des volontaires arméniens, mais aussi la France, peut-être l'Union européenne, peut-être les États-Unis. La semaine prochaine, il y a 7 membres de la Chambre des représentants qui viennent en Arménie. Madame Pelosi est déjà passée par là. Il y a une diaspora arménienne aux États-Unis assez influente. Voilà. Et plus Aliyev, alors évidemment, vous allez dire c'est le mi-terme, etc. Enfin, la diaspora arménienne ne fait pas basculer l'élection américaine. Moi, je pense qu'il y a quand même un basculement géopolitique qui est passionnant, par ailleurs, en dehors de ce conflit, qui est que Aliyev, Erdogan et Poutine sont en train de se resserrer leurs liens et que d'une certaine manière, l'Arménie, puisqu'elle comptait sur la Russie qui n'a pas bougé le petit doigt pour la défendre, se tourne vers d'autres pays. Elle se tourne énormément vers l'Inde, elle se tourne vers les pays arabes du Golfe Persique, vers l'Iran. Et elle se tourne vers l'Union européenne. Mais l'Iran, c'est un allié d'une certaine manière naturel. Après, savoir si l'Iran acceptera que les États-Unis aient un balcon sur eux dans les mois qui viennent. Donc là, c'est une affaire, on le sent extrêmement complexe avec des jeux d'alliance. Mais qui sont en train peut-être de basculer pour le bonheur de l'Arménie, parce que je pense elle sera mieux défendue par la France et éventuellement les États-Unis que par la Russie, qui, si tant est qu'elle l'ait jamais voulu, ne le peut plus, à mon avis. Parce qu'elle est enlisée en Ukraine. C'est aussi pour ça que la Russie n'a pas bougé. Parce que jusque-là, c'est quand même elle qui protégeait entre 2020 et 2020. Et en Artsar, aujourd'hui, il n'y aurait pas des Russes, il n'y aurait pas d'Artsar arménien. Voilà. Mais comme là, pour l'instant, ils sont enlisés en Ukraine, ils n'ont plus les moyens. Mais c'est pour ça que la Russie n'a pas bougé, mais c'est aussi pour ça que l'Azerbaïdjan a pu avancer. C'est parce que la Russie était affaiblie. Absolument. Trop affaiblie pour réagir. Et qu'elle décide de se rapprocher d'Erdogan.
qui est un allié plus puissant pour... voilà, il y a un rapprochement Erdogan-Poutine qui est assez net. Peut-être avec dans Poutine, chez Poutine, l'idée que s'il y en a un qui peut peut-être arrêter ce conflit ou le ralentir, c'est Erdogan qui peut faire le lien entre l'Occident via l'OTAN et la Russie, avec qui ils s'entendent pour des raisons qu'on comprend, pragmatiques, et puis ils partagent quelques valeurs qui ne sont pas tout à fait les nôtres, d'autorité, de direction. Est-ce que le Karabakh doit être sauvé en priorité ou il faut sauver tout en même temps? C'est bien le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que les Arméniens du Karabakh ont peur d'être sacrifiés sur l'autel de la sauvegarde de l'Arménie arménienne, si je puis dire, et qu'ils aient peur d'être victimes d'un deal en disant alors on touche plus à l'Arménie arménienne, on vous promet, mais en revanche le Haut-Karabakh devient vraiment partie de l'Azerbaïdjan, auquel cas les 120 000 habitants qui restent partiront tous parce que sinon ils se feront massacrer. Ils ne seront jamais des citoyens azerbaïdjanais. Si l'Azerbaïdjan récupère vraiment l'intégralité de une épuration ethnique, voire un génocide. Merci. Et donc nous soutenons, bien sûr,